Bienvenue sur le podcast qui pose cette unique question aux professionnels de la mode. Qu'est-ce que la mode ? Épisode 12, semaine de la Fashion Revolution. J'ai reçu donc des acteurs qui incarnent cette révolution, ou plutôt ces changements que la mode est en train de vivre. Vous l'aurez compris, donc première interview collective, j'interroge les 3 cofondateurs, donc Nicolas, Nadège et Annette, de la boutique Les Curieux. Boutique multimarque, multi-activité. Le mois prochain, ils fêtent leurs 5 ans. Et la mode, chez Les Curieux, elle se définit au pluriel. Alors, habillé, habilleur. Bonne écoute. Bonne question. Ouais. Moi, je viens de la mode au niveau des études et là, on disait souvent que la mode exprime, c'est une façon d'expression de sa personnalité, on peut dire. Après, voilà, chacun peut le vivre ou non, ou voilà, s'exprimer à soi-même via les vêtements, via ce qu'on porte, via ce qu'on veut communiquer. C'est une façon de communiquer sa personnalité envers les autres. Voilà. Et, mais du coup, tu peux poser des statements aussi avec la mode. Voilà. C'est les premières choses qui Bien. Ouais. Non, c'est sûr. m'arrivent. Mhm. Et vous, Nadège, Nicolas? Alors, moi, je me demande, Vas-y. en fait, on pourrait pas plutôt parler des modes et non pas de la mode. Parce qu'en fait, pour moi la mode, c'est un peu le reflet à la fois de la période, tu vois, de la société où on se place par rapport alors en effet, par rapport à la personne, mais aussi par rapport à l'ère du temps. Donc, j'aurais presque envie de dire qu'il n'y a pas une mode, mais il y a des modes en même temps, en fait. Mm. Ouais. Et toujours dans Ouais. cette idée d'expression que disait Annette. C'est pour ça que du coup, il y a une multiplicité d'expressions, donc une multiplicité de modes, donc des modes. Ok. Oui. Ouais. Et moi, j'ai tendance à plus le rattacher. Alors, bien sûr, à la fois la personnalité, en effet, une époque, et je le rattache plus à un mode de vie, en fait. Finalement, la façon dont tu vis la mode, c'est un reflet de comment tu te places dans la société, à la fois dans le côté très pratico-pratique, l'image que tu donnes de toi, la relation aux autres, et puis tes valeurs, quoi, les choix que tu fais aussi, ce que ça dit de toi et de la façon dont tu as envie de vivre ta vie et ton interaction aux autres et ta place dans la société. Ouais. Bah, c'est des grandes facettes de la mode là dont vous parliez. Et justement, comment cette définition-là et cette façon de vivre aussi personnellement cette mode vous a amené à vous retrouver et à créer en fait, par exemple, cet espace qui sont les curieux, par exemple. Alors moi, je pense qu'en fait, Alors, en tout cas, je parle pour moi. C'est vrai que c'est venu d'abord en effet, de ma personne, de me dire, je mange bio, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je consomme et naturellement, je fais attention à ce que je porte, tout en gardant ma personnalité et donc en restant dans l'esprit du temps et dans la mode que j'avais envie d'avoir. Donc, c'est plus en effet ce cheminement personnel qui a fait que j'ai été attiré par la mode bio, par le développement durable. Et puis après, tu vois aussi les impacts que ça peut avoir, l'impact de l'industrie textile. Donc, c'est vrai que tu te poses plus de questions et tu t'engages un peu plus. Mm. Mm. On revient un peu sur la représentation de ton mode de vie, c'est-à-dire on a des valeurs et on aimerait bien le représenter via ce qu'on porte aussi. Et du coup, pour dire aussi comment,
quoi comment il est fabriqué en fait. Et du coup, représenter ces valeurs que toi, pour toi-même en fait, pour la société aussi que tu veux refléter. C'est aussi une prise de conscience de ce que dit Annette là, les valeurs, le mode de production, une prise de conscience des modes de production, parce que c'est vraiment la rencontre avec Annette qui est issue du milieu de la mode et qui m'a expliqué ça. C'est la rencontre entre ça et mon domaine qui est plus culturel en fait, et qui est plus lié aux sociétés, aux interactions entre les hommes et la façon d'interagir entre nous. Et j'ai trouvé que de mettre ces valeurs-là et cette façon de communiquer au service d'un engagement envers le milieu de la mode et toute la chaîne de production jusqu'à la distribution était important. Et du coup, c'est vraiment plutôt l'aspect peut-être sociétal et éthique qui m'a amené au curieux. Et aujourd'hui, du coup, quelle est la place des curieux dans, comment dire, quel changement ou quel exemple ça amène ou quel défi aussi vous mettez à la mode et à cette industrie en ayant créé cette boutique des curieux? C'est beaucoup de pression parce qu'en fait, avec les curieux, on est tous partis de petits projets qu'on montait petit à petit et avec les curieux, on s'aperçoit que c'est sans fin, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle rencontre, chaque marque, chaque questionnement d'un public, on s'aperçoit qu'il y a encore plein de choses à faire et plein de choses à développer. Et l'espèce de, pas une fuite en avant, mais l'impression de pas d'aboutissement, mais au contraire d'ouverture permanente sur des nouvelles choses, des nouvelles thématiques, des nouveaux enjeux, parce que c'est aussi un secteur qui bouge beaucoup. On peut être parti peut-être des questions éthiques ou bio dans nos projets de départ et aujourd'hui ça s'ouvre à plein d'autres questions. On voit des nouvelles technologies, du Made in France, enfin plein d'autres questions qui sont abordées en fonction de l'évolution de la société aussi. Et du coup c'est un perpétuel mouvement, une perpétuelle découverte aussi pour nous. C'est hyper stimulant, mais du coup c'est très très riche et toujours très intense. Ouais, moi, je suis assez d'accord. C'est qu'en fait, on peut toujours faire plus, et c'est l'échelle de notre projet qui le montre. Et du coup, c'est infini. Il y a plein de projets, il y a plein de choses. Alors, on n'est jamais parfait sur la démarche qu'on a entamée parce qu'il y a toujours des points qui peuvent être encore améliorés et c'est assez intéressant. C'est un gros challenge. Mais en même temps, des fois, c'est juste un peu flippant parce que tu te dis, oh là là, je suis peut-être pas allé assez loin. Donc, c'est intéressant parce qu'on se pose souvent des questions. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ouais. Vous dites des publics, des marchés. Je reviens à ce que tu disais, Nicolas, du coup, des modes. Parce qu'on dirait, on pense pas du tout à cette multiplicité justement qu'a la mode dite responsable, la mode engagée ou la mode éthique. Elle a plein de noms, cette mode. Mais justement, c'est quoi cette pluralité? C'est qui? Je sais pas si j'arrive pas à me poser cette question, mais vous parliez des publics, justement la multiplicité de projets, d'où ça vient en fait? Est-ce que on pourrait pas dire justement il n'y a qu'une seule mode en fait responsable? Alors moi, je pense que non, parce qu'il y a des gens on a une partie de notre public, de nos clients, qui sont pas des, entre guillemets, modeux. Ils sont pas venus à la mode éthique pour la mode. Ils sont venus à la mode éthique pour l'aspect social, sociétal, responsabilité. Et après, à côté, nous, dans notre projet, les curieux, je ne sais pas si tu fais attention, c'est que notre nom, il n'est pas connoté écologie ou quoi que ce soit. C'était justement pour pouvoir attirer aussi une partie de la clientèle qui s'est tournée de cette mode éthique parce que elle voyait le poncho et le macramé et c'est tout.
Et on voulait montrer aussi qu'on était dans de la mode classique, mais le plus de notre sélection, c'est cette valeur sociétale et environnementale. Mais je pense, il y a plusieurs, pour ces modes multiples, en fait, il y a des différentes réponses qu'on essaie de donner aussi à les différentes valeurs. Il y a des gens, ben, on a des clients qui sont, pour eux, c'est important que le produit est vegan. Pour d'autres clients, c'est important que le produit est 100% made in France. Pour l'autre, c'est voilà, le recyclage, le réutilisage des matériaux qui existent déjà. Du coup, chacun, je pense, a ses valeurs et ses priorités aussi dans leur mode de vie, de zéro déchet, du bio, voilà. Et du coup, on essaye de proposer les différentes alternatives pour chacun, voilà, de ce public-là, en fait. Mais il n'y a pas de. Ouais, c'est pour ça que c'est assez différent. Mais il n'y a Chacun rien a une bonne réponse. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, on n'a jamais voulu se positionner comme étant des donneurs de leçons ou des apporteurs de bonnes solutions. Notre parti pris, c'est de proposer un maximum d'alternatives et de solutions possibles. Comme l'a dit Nico, bah, c'est jamais parfait, on n'est pas parfait, les solutions qu'on propose sont pas parfaites, mais on veut que les gens puissent avoir accès à un maximum de choix possibles, puisque l'accès à ces produits reste un enjeu quand même si ça se développe beaucoup, ça reste quand même encore un enjeu de la mode éthique, c'est que tout le monde n'y a pas encore accès au niveau géographique, budget, plein d'autres choses. Et du coup, on essaie d'avoir un maximum de solutions. Quand on peut, bah, elle coche toutes les cases, hein, en local, bio, upcyclé, etc. Mais sinon, en tout cas, on essaie pour chaque typologie de produit, besoin nécessaire pour s'habiller, on essaie de proposer des choses, des solutions différentes. Par exemple, je sais pas, on va avoir un caleçon homme, bah, il y en a un qui est fait en Europe, bio, et qui est quand même un petit budget, et un autre qui va être fait en commerce équitable. Alors oui, il y a un impact carbone, ça vient de plus loin, mais on est sûr que la chaîne de production, quand même, tous les salariés sont bien rémunérés. Mais au final, il sort quand même beaucoup moins cher, et du coup, il est peut-être accessible à des gens qui n'auraient pas pu se payer l'autre, quoi. Donc voilà, essayer de trouver différentes solutions pour chaque produit, c'est important pour nous. Et au-delà de ce côté multivaleur et d'essayer d'avoir un maximum de réponses possibles, je pense qu'aussi dans le fait d'avoir choisi un lieu où on puisse proposer différents types d'activités, au-delà de types de produits, c'est important pour nous. Parce que comme l'ont dit Nico et Annette, c'est qu'on s'adresse à plein de gens différents qui voient la mode différemment, et chacun a son point d'entrée, en fait. Certains, ça va être de venir se faire tailler la barbe avec un produit vegan et qui n'est pas nocif pour nous. Et c'est comme ça peut-être qu'il va commencer à s'intéresser peut-être à ses vêtements, quelque chose qu'il n'aurait pas pensé, ou se dire tiens, il y a des choses que je pourrais peut-être faire moi-même, de participer à un atelier ou autre. D'autres, ça va être venir faire ces produits ménagers, puis ils vont découvrir que mais ils peuvent aussi utiliser un shampoing ou faire un don de cheveux. Voilà. Donc il y a plein d'entrées différentes, et c'est ça je crois qu'il nous a poussé à monter les curieux comme on l'a fait, ce qui n'était pas le plus simple, hein. Parce que le côté multi-activité, c'est une usine à gaz. Mais ça nous permet de nous déjà répondre à plein de nos envies à nous, et d'avoir des portes d'entrée vraiment multiples, en fait, pour nos publics et leurs. Ouais, vous avez multiplié les portes d'entrée, comme tu dis, dans cette mode, de repenser. En fait, du coup, tout de suite, on ne vient pas dans une seule mode. Et comme tu disais, Nicolas, c'est que tout de suite, vous incarnez ce fait d'entrer dans les modes de la mode responsable, en fait. En gros, toutes les démarches, toute la, ouais, toutes les approches qu'on peut avoir. Parfois, c'est par la cosmétique, parfois, c'est par le vêtement, parfois, c'est par les métiers de production qui sont revalorisés. Mm. Oui, parce qu'en fait, on le voit aussi dans notre clientèle, on a des clients qui sont attirés par le Made in France.
Il y en a qui vont être attirés que par le commerce équitable. C'est vrai que ce qu'exprimait Nadège, c'est ça, c'est qu'on a vraiment voilà, on a des points d'entrée qui sont différents et on n'est pas parfait sur tout. Et pour certains clients, on coche toutes les cases, mais pour d'autres, on n'est pas suffisamment engagé. Mais c'est notre parti pris aussi de ne pas être dans le militantisme. On n'est pas des donneurs de leçons. On est là pour proposer des solutions à notre échelle. Elles ne sont peut-être pas forcément optimum pour tout le monde, mais pour la grosse majorité de notre clientèle, elles répondent tout à fait à leurs besoins. Ouais. Et j'ai l'impression que dans la mode responsable, il y a souvent cette culpabilisation, que ce soit le consommateur, mais aussi chez les professionnels. On a toujours cette pression de se dire, mais on n'est pas 100%, comme vous disiez, c'est pas parfait et tout ça. Mais en même temps, si on passe pas par ça, on sera pas dans l'innovation, enfin dans le perfectionnement. Comment vous gérez justement cette tension qu'il y a chez les professionnels de ne pas répondre à la solution, le Graal de la mode responsable? C'est ce qui nous pousse, c'est ce qui nous pousse à être toujours meilleur, à se remettre en question en permanence. C'est aussi peut-être un des avantages d'être plusieurs. Je pense que notre trio, et même plus, parce qu'on est une coopérative où il y a une trentaine d'associés, donc parfois c'est aussi nos autres collaborateurs ou les salariés ou les clients qui nous poussent à aller de l'avant et à se poser toujours plus de questions, à suivre aussi des tendances ou des nouveautés. On parlait tout à l'heure des demandes des clients. On a aussi des clients qui arrivaient il y a 5 ans avec une demande et qui aujourd'hui ont plus la même, qui ont évolué aussi dans leur démarche. Et ils nous poussent aussi à cette remise en question et en posant des questions, en nous demandant certains articles, en nous remettant en question, peut-être par des fois de la critique, mais c'est toujours constructif quand même. Oui, les clients, ils viennent avec une attente vers nous et du coup, parfois, on ne peut pas répondre à toutes leurs attentes, mais du coup, on essaye aussi de discuter, d'expliquer. On a fait ce choix-là pour tel et tel article parce que, voilà, parce que, oui, pour telle et telle raison, du coup, c'est… mais bon, parfois, c'est déjà arrivé qu'on a eu des petites discussions. C'est beaucoup de pédagogie, c'est énormément de travail de pédagogie. Il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu parler de la mode éthique et qui rentrent chez nous aussi vraiment avec beaucoup de naïveté et de curiosité, avec des fois leur propre culpabilité qui ne les rend pas toujours les plus aimables possibles. Après, il y a des gens très convaincus qui aussi sont très affirmés dans leurs valeurs et qui peuvent parfois aussi du coup être un peu agressifs. Donc ça demande aussi beaucoup de pédagogie, d'explication, de discussion constructive. Des fois, c'est extrêmement agréable, des fois moins. mais ça fait partie, nous en tout cas, on le voit comme vraiment faisant partie de notre quotidien et de notre métier, cette pédagogie-là. On n'est pas un magasin où on vend juste des articles. On est là pour expliquer ce que c'est la mode éthique, expliquer ce que les marques ont voulu faire, comment, pourquoi, leur choix. On est vraiment le porte-parole en fait des créateurs qui n'ont pas toujours l'accès au public. Et du coup, moi, je pense qu'en fait, en effet, c'est pédagogie et terminologie. Parce que pour certains, le même mot ne veut pas… On sent que tu as un exemple. Le cuir végétal. Non, mais voilà, le combat de Nicolas. Grosse tendance, c'est de dire, en effet, ce qu'on disait, le cuir végétal. On a des clients qui arrivent en parlant de cuir végétal, mais ils ne savent pas ce que c'est, sachant que le cuir, c'est du cuir et le cuir végétal, ça n'existe pas. Donc, ce sont des alternatives au cuir et c'est vrai qu'on a souvent des quiproquos avec certaines marques qui ont un cuir en tannage végétal. Et comme souvent la contraction dans les médias a été faite en disant cuir végétal, les gens pensent que ce n'est pas du cuir. Et on a eu des cas où des clients ont acheté des produits et se sont rendus compte que c'était du cuir sans nous poser la question. Et c'est vrai que des fois, on a vraiment cette pédagogie à dire attention, ça veut dire ça et ça veut dire autre chose. Donc, ne pas mélanger les choses. Et parfois, les gens pensent que parce qu'on est une boutique éthique, labellisée éthique, on ne va pas avoir de cuir, par exemple. Ouais, tout est vegan. Ouais. Oui, on fait que des produits véganes, ce qui n'est pas vrai. Ah oui, non, c'est sûr.
Ouais, non, À contrario, on a aussi des gens qui sont choqués d'avoir des matières synthétiques ou faites en Chine, par exemple, ce qui est beaucoup le cas dans les produits recyclés, notamment toutes les matières type Kawe qui sont issues de fibres recyclées, que nous, on trouve une démarche intéressante écologiquement parlant, même si la fabrication est garantie avec des conditions de travail, un impact écologique en local qui est contrôlé, etc. Il y a des gens extrêmement choqués du fait que ça peut être marqué Made in China sur l'étiquette ou que ça peut être des polyesters issus de la pétrochimie, etc. Mais ce qui est important pour nous dans ces cas-là, c'est la transparence. C'est-à-dire de vraiment pouvoir expliquer ce qui est dans les produits. On ne veut pas que les gens rentrent et se disent « Ah, c'est tout éthique », puis après ils rentrent chez eux et puis « Oh mon Dieu, c'est fait au Bangladesh ou en Chine ». Non, on veut pouvoir expliquer pourquoi c'est fait en Chine ou au Bangladesh. Pour le coup, là, c'est parce que c'est les spécialistes du recyclage et qu'actuellement, on ne peut pas vraiment trouver exactement ce type de matière partout, même si ça se développe beaucoup en Europe, hein, mais ce n'est pas encore généralisé. Donc, de pouvoir expliquer pourquoi c'est fait là-bas, dans quelles conditions, pourquoi nous, on a considéré que c'était quand même éthique et qu'on pouvait le proposer à notre clientèle, voilà, bonne conscience. Et du coup, toute cette travail de transparence qui est important, quoi. Comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas parfait, mais par contre, on veut pouvoir expliquer tous les choix. Donc, c'est une exigence qu'on a par rapport aux marques. C'est-à-dire que c'est pas parfait, ok, ça c'est quelque chose de toute façon c'est normal, comme tu le disais tout à l'heure. Hein. Mais dans ces cas-là, pourquoi tu as fait ces choix-là Est-ce qu'il y a des évolutions possibles? Quelles sont les pistes de développement? Et voilà, qu'on puisse vraiment communiquer auprès de la clientèle que la mode, c'est un processus avec plein d'intermédiaires et plein d'étapes qui est extrêmement complexe, qu'à chaque étape, c'est des choix de coûts, de transport, de distance, de partenaires, de sous-traitance ou pas, de plein de choses. Et que le produit fini, il est fait de toute cette multiplicité de choix et nous, on doit juste être capable de pouvoir expliquer ces choix-là. Yes, trop bien. Au revoir Nicolas, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Yes. Oui, mais du coup, je rebondis sur ce que tu disais. Je voulais voir avec vous sur ce point-là, c'est que cette transparence et cette authenticité, elle vous fait amener à une pédagogie vraiment en fait profonde. Où là, vous êtes dans, mais au quotidien, vous êtes dans qu'est-ce que la mode responsable en fait. Comment peut-on être responsable, le plus responsable possible dans le milieu de la mode? Mais vous apprenez aussi, parce que normalement, un consommateur, il est là, il veut un produit, un jean, et il veut aller voir le jean, quoi. Et il veut acheter ce jean, et il se dit, bon, j'ai entendu que le Made in China, c'est pas bien, mais on en reste là. Et en fait, alors que vous présentez d'autres manières, c'est que c'est pas que le Made in China en soi il est mauvais, c'est qu'en fait ils ont des forces, il y a des faiblesses, il y a des forces et il y a des faiblesses, et ben nous on va investir dans les forces et voilà quelles sont les forces en fait. Et c'est je découvre aussi la complexité de vos quotidiens du coup avec cette discussion, c'est que vous vous renseignez et vous cassez les préjugés qu'on a en fait au sein même d'une mode émergente qui est la mode responsable. Euh, et elle est bourrée en fait de clichés et de stéréotypes et de catégorisation en disant ben voilà, le cuir c'est pas bien ou le made in China, made in Bangladesh c'est pas bien. Alors qu'en fait, moi je me suis retrouvée en Inde et en Inde, on sait que voilà, les conditions sont pas top. Mais par contre, il y a des ateliers solidaires où les femmes, elles apprennent à coudre là-bas. Donc, elles sortent de la prostitution en apprenant un métier. Mais c'est vrai qu'après, sur l'étiquette, c'est écrit. l'étiquette, c'est marqué, voilà, Made in India. Et nous, en tant que consommateur lambda, on s'arrêterait là et puis on s'arrêterait à juste ce qu'on a entendu que ah non, c'est pas bien, alors qu'en fait, non, c'est pas que c'est pas bien, c'est que justement, il faut pouvoir les re-questionner. C'est ce que vous faites en fait au quotidien. C'est pour ça, ça peut aider si les marques, ils ont des certificats, des labels comme Golds, Fairwear Foundation, Fairtrade, voilà, qui garantit du coup, une fois par rapport des matières premières que les normes sont respectées, par rapport, voilà, les conditions de travail, la confection et tout.
Et pour les marques, ils ont des certificats. C'est vrai pour nous, ça nous simplifie un peu la vie pour du coup dire, bah, regardez, ici dans l'étiquette, vous voyez la marque, elle est certifiée avec tel et tel label. Du coup, ça certifie tel et tel fait. Et c'est plus rassurant pour le client. Ok. Mais c'est vrai, pour nous, c'est compliqué. Nous, on doit vraiment connaître toutes les marques par cœur, un peu comment ils travaillent et tout. Et comme notre équipe devient de plus en plus renforcée aussi, il faut apprendre aussi tous ces faits à tous les autres. Et c'est assez complexe. Et il faut être après vraiment crédible aussi envers les clients. C'est ça qui est important. Et même nous, on a parfois, je ne sais pas combien de nouvelles marques par an, et du coup, il y a une personne en particulier qui s'occupait, et on ne se souvient pas du tout. Du coup, nous aussi, on doit parfois prendre un moment, attendez, avant de vous dire des bêtises, je vérifie. Voilà. Du coup, sur les marques et tout, mais c'est vrai, parfois, il faut faire attention aussi, qu'on essaie de le faire. Par rapport aux marques, de ne pas tomber dans les greenwashing, que certaines marques communiquent ah oui, je suis très bien et green et da. Et quand tu questionnes après un peu plus au détail, ils ne savent pas vraiment répondre ou ils répondent à côté. Et du coup, là, c'est souvent déjà aussi un fait où on se méfie un peu. Oui, c'est compliqué dans ce jungle d'informations. Il y a une grosse partie d'investigation alors en fait aussi dans votre... Et on ne peut pas tout vérifier en plus. Enfin, Ouais. on ne va pas sur place, on aimerait bien, hein, mais on a 90 marques. Donc autant te dire que. D'où l'importance des labels, comme tu disais, Annette. Ouais. Mais les labellisations, ça peut simplifier comme complexifier parce que du coup aussi on peut créer notre propre label aussi, enfin certains labels assez rapidement ou dans certaines conditions. Mais en tout cas, ouais, vous êtes toujours, vous êtes en veille constante comment dire, des démarches des marques en fait et ce qu'elles veulent dire quand elles disent qu'elles sont responsables ou qu'elles sont donc il y a une grosse part d'investigation et de pédagogie quoi. Vous êtes vraiment cet entre-deux. Après, tu as des marques qui font évoluer leur démarche, comme on dit tout à l'heure, hein, qui du coup cherchent à s'améliorer ou alors qui ont des problèmes de production ou des changements. Tu vois, il y a certains, là on est en train de vivre des grands changements dans le monde à plein de niveaux. Il y a certainement des marques qui vont devoir changer leur mode de production aussi suite à ça. Et en fonction des approvisionnements de matière et de plein de choses, il y a des choix qui sont faits différemment. Donc, d'une année sur l'autre, une même marque va avoir des types de production qui peuvent évoluer. Alors, l'idéal pour nous, dans ces cas-là, c'est d'arriver à travailler avec des marques où on connaît vraiment les fondateurs de la marque, les gens qui sont les décisionnaires, qui, quand ils passent nous voir, discutent vraiment, peuvent être très précis, ont une passion aussi en eux qui est communicative. Leur démarche est crédible parce qu'on rencontre la personne et qu'on voit que c'est dans ses tripes, quoi. C'est pas juste une étiquette. Donc là, pour nous, c'est très rassurant de pouvoir discuter et aller au fond. Tu vois, c'est pas un commercial qui va ah oui, faut que je me renseigne, je sais pas. Non, c'est la personne qui a fait ce choix-là et elle sait pourquoi elle l'a fait, etc. Quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant pour nous. Malheureusement, c'est pas le cas avec toutes les marques. Certaines marques sont internationales et peuvent pas venir nous voir. Certaines ont maintenant une échelle importante et ont des gens qui les représentent, des commerciaux ou autres. Donc ça dépend vraiment des cas. En contrario, il y a des toutes petites marques qui n'ont pas de quoi se payer des labellisations. Question d'échelle, de coût, de type de produit, etc. Et là, à nous de savoir si on les exclut à cause de ça ou si on décide de faire confiance, d'avoir suffisamment d'explications, un reportage, des photos, vraiment un engagement du créateur qui nous explique pourquoi il a fait ces choix-là et comment il travaille. Et dans ces cas-là, en général, si on sent qu'on peut avoir cette confiance-là, on le fait. Mais dans ces cas-là, on n'a pas forcément une garantie à proposer au public, quoi. Donc, c'est toujours délicat à faire. On ne veut pas les exclure, mais en même temps, on n'a pas de preuves concrètes à fournir parfois. C'est vrai, parfois on fait vraiment confiance à nos fournisseurs. Du coup,
Voilà. C'est bon ça, parce que vous Mais cette part de naïveté est importante aussi pour rester aussi dans le respect de l'humain et envie de travailler ensemble, voilà, dans la joie et la bonne humeur. Ouais, vous ramenez le relationnel, du coup, Ouais. dans cette mode. Moi, je trouve un beau point, enfin un beau 3 petits points et à cette conversation. Enfin, c'est déjà, je trouve que c'était super riche. Enfin, vos réponses. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Vous aviez pensé à un autre truc ou ouais, Non, c'est juste qu'on a évoqué beaucoup de choses différentes en termes de valeurs, d'engagement, etc. Juste pour dire que nous, le choix qu'on fait, il faut que tous nos produits répondent à 2 critères. Ils sont à la fois respectueux de l'homme et de l'environnement. Peu importe de quelle façon, enfin peu importe, non, mais en tout cas, il peut y avoir des multiples réponses, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il faut que ces 2 critères soient présents. C'est-à-dire que quelque chose qui est juste bio ou recycler ne nous suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi l'humain, le social. Ou quelque chose qui est juste du commerce équitable, juste un engagement, je sais pas, un atelier d'insertion, voilà, ne va pas nous suffire. Il faut aussi qu'il y ait un choix au niveau des matières premières. Donc la source de matière et l'humain sont les 2 critères qui sont vraiment importants. Il faut qu'il y ait ces 2 cases de cocher dans nos sélections. Wow. Donc vous réconciliez aussi ces deux fronts, on va dire, de la mode qui sont l'environnement et les conditions humaines. Ouais. Ça nous paraît incontournable. Tu vois, en ce moment, on parle beaucoup d'une grande montée du Made in France fait en France. Le fait que ça soit fait en France ne nous suffit pas. Ouais. Oui, dans quelles conditions ou même Made in Europe, on réalise. Enfin, mais ça va relancer peut-être la conversation, mais parce que j'ai entendu parler de ces fameuses couturières au Portugal qui en fait sont payées au noir, mais on se dit mais c'est fabriqué en Europe et à côté, à 1000 km de nous, ça va. En France, hein, enfin. Oui, en France aussi. Les reportages en France, c'est plus compliqué à avoir. On aime mieux regarder à l'étranger. C'est sûr, on préfère. Tu vois, il suffit pas d'aller sur le salon du Made in France et de se dire, hey, si je m'approvisionne là, tout va bien. Pour nous, ça suffit. Ça suffit pas. C'est très bien. Au contraire, tu vois, ça fait partie des valeurs et des choses. C'est très bien que les gens prennent conscience de ça. Et là, on en parle de plus en plus, revenir au local, etc. Mais ça suffit pas. Non, mais c'est ce qui fait que vous restez aussi dans l'avant-garde et dans cette écoute de la mode, des modes, si on reprend la conversation, des modes responsables et conscientes. Ouais, si c'est grâce à ces 2 critères. Vous restez dans l'avant-garde, dans l'investigation, côté professionnel, et dans la pédagogie avec le consommateur. Je sais pas si avant-garde on s'y retrouve, mais en tout cas, c'est pas un mot sur lequel je. C'est plus arty, c'est vrai. Mais pour... Non, c'est juste que l'avant-gardisme pourrait sous-entendre que tu es en avance sur quelque chose, alors qu'on s'appuie sur des gens, nous on s'appuie sur des partenaires qui ont déjà fait cette réflexion. Finalement, on distribue des choses qui sont existantes. Alors par rapport à la mode conventionnelle, on peut paraître avant-gardiste. Ouais. Mais on met qu'en valeur des initiatives qui émergent. Alors on est un maillon de la chaîne. Oui. On n'est qu'un faire-valoir des marques au final. Enfin, en tout cas, moi j'aime nous voir comme une plateforme où les gens puissent venir se servir de nous comme vecteurs en fait pour porter ça. On est le lien entre les fournisseurs et le public en fait. Ouais, c'est ça. On est le petit trait d'union qui rend ça accessible peut-être. Ouais. On est ce petit morceau de chaîne. un beau maillon, on va dire, de la chaîne en tout cas. C'est ce qui nous a poussé à le faire, et parce que ce maillon-là, et c'était le maillon faible de la mode éthique finalement. Il manquera toujours, et il faut qu'il y ait le plus possible d'accessibilité à cette mode, et que du coup c'est ce qui nous a poussé à faire tout ça, c'est de répondre à ce manque-là, ce manque de lien entre des marques, des créateurs, des belles démarches et un public qui est plein d'incompréhension, de questions, de recherches. Et sur ce point, du coup, vous êtes avant-gardiste.
C'est toi qui le dis, nous, on ne peut pas s'auto-avant-gardiser. Non, mais c'est moi qui le dis, je suis à l'extérieur. Mais c'est vrai, sur ce point, du coup, voilà, vous avez vu un manque et vous nous proposez justement ce panel, ce plateau. Et donc, j'en profite. C'était pas mon but derrière tout ça. Je voulais découvrir déjà votre définition de qu'est-ce que la mode, mais j'en profite pour vous remercier. En plus, on est du coup dans la Fashion Revolution Week. Et comme je vous le disais, vous incarnez cette mode dite responsable et dans le paysage lyonnais. Et puis j'espère que du coup, ça va donner aussi des idées à d'autres et qui vont pouvoir aussi participer, que ce soit le professionnel comme le consommateur, quoi. Ouais, merci. On sera nombreux, je sais. C'est bien. Merci à toi. C'est top. Merci Elsie pour ce moment de partage, c'était chouette.